Bonsoir à tous. Le spectacle que vous allez voir est une pièce de théâtre très célèbre de Musset qui s'appelle On ne badine pas avec l'amour. Pièce tellement célèbre qu'elle est au programme du bac de français cette année. Donc certains des comédiens l'étudient en parallèle. C'est une pièce hybride qui est à la fois un drame romantique, une comédie proverbe, un théâtre qui est au départ un théâtre fait pour être lu. C'est un spectacle dans un fauteuil. Du coup, c'était un vrai défi pour nous, puisque d'abord nous avons raccourci un petit peu la pièce, le spectacle dure 1 heure, et nous avons décidé de rendre ce côté hybride en intégrant dans le spectacle du théâtre d'objets, des marionnettes, des ombres, et un théâtre du corps, de la danse. Le spectacle part d'une intrigue assez simple. Le baron a décidé de marier son fils Perdiccand à sa nièce Camille. Cela pourrait se passer très bien, sauf que Camille a décidé de retourner au couvent. Du coup, vengeance, trahison, badinage cruel, qui va entraîner des choses plus ou moins drôles, plus ou moins tragiques. Je vais vous demander de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, de bien vouloir éviter de prendre des photos ou des vidéos pendant le spectacle parce que ça peut gêner les petites lumières, les acteurs ou les danseurs. Et sur ce, je vous souhaite un excellent spectacle. Doucement bercé sur sa mule fringante, Messé Blasius s'avance dans les bleuets fleuris. Vêtu de neuf, l'écritoire à côté. Comme un poupon sur l'oreiller. Se balade sur son ventre rebouché. Et les yeux à demi fermés. Il marmotte un paternostère dans son triple menton. Salut, maître Blasius. Nous arrivons au temps de la vendange. Que ce qui veulent apprendre une nouvelle d'importance m'apporte ici premièrement un verre de vin frais. Voilà notre plus grand écuelle. Buvez, maître Blasius, Le vin est bon, vous parlerez après. Un grand vin. Vous saurez, mes enfants, que le jeune Perdiccand, fils de votre Seigneur, vient d'atteindre à sa majorité et qu'il est reçu docteur à Paris. Il revient aujourd'hui même au château, la bouche toute pleine, de façon de parler si belle et si fleurie qu'on ne sait que lui répondre les 3/4 du temps. Toute sa gracieuse personne est un livre d'or. Il ne voit pas un brin d'herbe à terre qu'il ne vous dise comment cela s'appelle en latin. Enfin, c'est un diamant fin, des pieds à la tête. Et voilà ce que je vais annoncer à monsieur le baron. Vous sentez que cela me fait quelque honneur, à moi, qui suis son gouverneur depuis l'âge de 4 ans. Ainsi donc, mes bons amis. Et je ne serai pas fâché de boire encore une gorgée avant d'entrer. Buvez, maître Blasius. Et on problème d'esprit, nous avons vu naître le petit Perdiccand. Et il n'était pas besoin du moment qu'il arrive. De nous en dire si long. Puissions-nous retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme. Ma foi, l'écuelle est vide. Je ne croyais pas avoir tout bu. Adieu. J'ai préparé en trottant sur la route 2 ou 3 phrases sans prétention qui plairont à mon Seigneur. Je vais tirer la cloche. Jean-Marc Caotti sous son âge essoufflé d'un pluche gravé la colline. Son écuyer transi, coordinateur de bras, le lourd animal qui hoche la tête. Un jardin entre les dents. Ses longs jambes maigres trépignent de colère. Et tandis que de ses morceleuses, elle égratit son chapelet. Bonjour donc, Dame Pluche. Vous arrivez comme la fièvre avec le vent qui fait jaunir les bois. Un verre d'eau, canaille que vous êtes. Un verre d'eau et un peu de vinaigre. D'où venez-vous, Pluche mamie? Vos faux cheveux sont couverts de poussière. Voilà un toupet de gâté. Et votre chaste robe est retroussée jusqu'à vos vénérables jarretières. Sachez maintenant que la noble Camille, la nièce de votre maître, arrive aujourd'hui au château. Elle est partie ce matin même du couvent sur l'ordre express de Monseigneur pour venir se recueillir, comme il se doit, du bon bien de sa mère. Son éducation, Dieu merci, est terminée. Et ceux qui auront la chance de la croiser pourront découvrir une fleur de sagesse et de dévotion. Défripez-vous, honnête Pluche, et quand vous prierez Dieu, demandez-lui de la pluie. Nos plaies sont secs, comme quotidien. Vous m'avez donné de l'eau dans une écuelle qui sent la cuisine. Vous êtes des buteurs de mal appris.
Maître Briden, vous êtes mon ami. Je vous présente Maître Blasius, gouverneur de mon fils. Mon fils est parvenu hier à l'âge de 21 ans. Il est docteur. Maître Blasius, je vous présente Maître Briden, curé de la paroisse. C'est mon ami. Enfin, Blasius, allez faire un peu de toilette et revenez au coup de la cloche. Mon fils ne va pas tarder à venir. Vous dirais-je ma pensée, monseigneur? Le gouverneur de votre fils s'en leva en pleine bouche. Mais cela est impossible. J'en suis sûr comme de ma vie. Tout à l'heure, en m'approchant de lui, il sentait le vin faire peur. Ils sont là. Je vous dis que cela est impossible. Oh, vous voilà, bonne dame Pluche. Je vous présente Maître Briden, curé de la paroisse. C'est mon ami. Maître Briden, je vous présente dame Pluche, gouvernante de ma nièce. Ma nièce est parvenue hier à l'âge de 18 ans. Elle sort du meilleur couvent de France. Enfin, dame Pluche, allez réparer le désordre que vous voilà. Ma nièce ne va pas tarder à paraître. Cette vieille demoiselle paraît tout à fait pleine d'onction. Pleine d'onction et de componction, Maître Briden. Sa vertu est inattaquable. Mais le gouverneur sent le vin. J'en ai la certitude. Pas un mot de plus là-dessus. J'ai fort le dessein de marier mon fils avec ma nièce. C'est un couple assorti. Leur éducation me coûte 6 000 écus. Regardez par cette fenêtre. Mes enfants arrivent en même temps. Voilà la combinaison la plus heureuse. J'ai disposé les choses de manière à tout prévoir. Ma nièce sera introduite par cette porte à gauche et mon fils par cette porte à droite. Qu'en dites-vous? Je me fais une fête de voir comme ils s'aborderont, ce qu'ils se diront. Ces enfants s'aimaient déjà fort tendrement dès le berceau. Bonjour mes enfants. Bonjour ma chère Camille, mon cher père Dican. Mon père, mon cousin, je vous salue. Bonjour mon père. Bonjour maître Louis. Quel bonheur. Que je suis heureux de te revoir, Camille. Quand as-tu quitté Paris, père Dican? Mardi ou mercredi, je crois. Comme te voilà métamorphosé en femme, je suis donc un homme, moi. Il me semble que c'est hier que je t'ai vu pas plus haute que ça. Vous devez être fatigué. Le voyage était long, il faisait chaud. Mon Dieu, mais non, mais regardez donc mon père, mais comme Camille est jolie, enfin. Allons, Camille, embrasse ton cousin. Excusez-moi. Un compliment vaut un baiser. Embrasse-la, père Dican. Si ma cousine recule à chaque fois que je lui tends la main, à mon tour, excusez-moi, l'amour peut voler un baiser, mais non pas l'amitié. L'amitié ni l'amour ne doivent recevoir que ce qu'ils peuvent rendre. Voilà un commencement de mauvais augure, hein? Trop de pudeur est sans doute un défaut. Mais le mariage lève bien les scrupules. Je suis choqué, blessé. Cette réponse m'a déplu. Dites-leur quelques mots. Les voilà qu'ils se tournent le dos. Eh bien, mes enfants, à quoi pensez-vous donc? Que fais-tu, là, Camille, devant cette tapisserie? Voilà un beau portrait, mon oncle. N'est-ce pas une grand-tante à nous? Et toi, père Dican, que fais-tu devant ce pot de fleurs? Voilà une fleur charmante, mon père. C'est un héliotrope. Te moques-tu? Elle est grosse comme une mouche. Sans doute, le docteur a raison. Il vous ravira en extase, en détaillant les phénomènes de ce brin d'herbe, depuis la racine jusqu'à la fleur. Je n'en sais pas si long, mon révérend, mais je trouve qu'elles sont bonnes, voilà tout.
De formidables mineurs sont en ce moment en présence au château, Maître Bridel et Maître Blasius. Lorsque deux hommes, à peu près pareils, également gros, également sots, ayant les mêmes vices et les mêmes passions, viennent par hasard à se rencontrer, il faut nécessairement qu'ils s'adorent ou se détestent. Tous deux sont munis d'une telle impudence. Non seulement sont gloutons, mais ils sont gourmets. Les deux sont bavards, mais à la rigueur, ils peuvent parler ensemble sans s'écouter, ni l'un ni l'autre. Maintenant que voilà le dîner fini, on ouvre la grille du château. Vénérable Pluche, je suis pénible. Est-il possible, monseigneur? Oui, cela est possible. J'avais compté depuis longtemps. J'avais même écrit, noté sur mes tablettes de poche, que ce jour devait être le plus agréable de mes jours. Oui, bonne dame, le plus agréable. Vous n'ignorez pas que j'avais le dessein de marier mon fils avec ma nièce. Cela était résolu, convenu. J'en avais même parlé à Bridel. Et je crois voir qu'ils se parlent froidement. Sais-tu que cela n'a rien de beau, Camille, de m'avoir refusé un simple baiser? Je suis comme cela, c'est ma manière. Veux-tu, mon brave, pour aller faire un tour dans le village? Non, je suis lasse. Cela ne te ferait pas plaisir de revoir la prairie? Non. Tu me fends la... Mais quoi? Mais pas un souvenir, Camille? Pas un battement de cœur pour notre enfance? Tu ne veux pas venir voir le sentier par où nous allions à la ferme? Non, pas ce soir. Bah ce soir? Et quand donc toute notre vie est là? Je suis ni assez jeune pour m'amuser de mes poupées, ni assez vieille pour aimer le passé. Comment dis-tu cela? Je dis que les souvenirs d'enfance ne sont pas de mon goût. Cela t'ennuie? Oui, cela m'ennuie. Pauvre enfant, je te plains sincèrement. Vous le voyez et vous l'entendez, excellente Pluche. Je m'attendais à la plus suave harmonie. Et je crois assister à un concert où le violon joue, mon cœur soupire, et où la flûte joue, vive Henri IV. Songez à la discordance affreuse qu'une telle combinaison produirait. Et voilà pourtant ce qu'il se passe dans mon cœur. Je l'avoue, il m'est impossible de blâmer Camille. Et puis, rien n'est plus mauvais goût à mon sens que les parties de bateau. Parlez-vous sérieusement? Seigneur, une jeune fille qui se respecte ne se hasarde pas sur des pièces d'eau. Et je vous dis, d'un Pluche, que son cousin doit l'épouser, et que dès Les lors... convenances défendent à une jeune femme de tenir le gouvernail. Et il est malsain de quitter la terre femme avec un jeune homme. Mais je dis, je répète, Mais c'est là mon opinion. Mais êtes-vous folle? En vérité, vous me feriez dire. Il y a certaines expressions que je ne veux pas, qui me répugnent. Vous me donnez envie. En vérité, si je me retenais, vous êtes une pécore, Pluche. Je ne sais que pensez de vous. Bonjour mes amis, me reconnaissez-vous? Seigneur, vous ressemblez à un enfant que nous avons beaucoup aimé. N'est-ce pas vous qui m'avez porté sur votre dos pour passer les ruisseaux de vos prairies? Vous qui m'avez fait danser sur vos genoux? Nous nous en souvenons, Seigneur. Vous étiez bien le plus mauvais garnement et le meilleur garçon de la terre. Et pourquoi ne m'embrassez-vous pas, au lieu de me saluer comme un simple étranger? Que Dieu te bénisse, enfant de nos entrailles. Chacun de nous voudra te prendre dans ses bras. Mais nous sommes Dieu, mon Seigneur, et vous êtes un homme. Eh oui, il y a 10 ans que je ne vous ai vu, mais en un jour couchant sur le soleil. Votre retour est un jour plus heureux que votre naissance. Il est plus doux de retrouver ce qu'on aime que d'embrasser un nouveau-né. Voilà donc ma chère vallée, mes noyers, mes sentiers verts, ma petite fontaine. Voilà mes jours passés encore tout pleins de vie. Voilà le monde mystérieux des rêves de mon enfance. Il s'est fait plus d'un changement pendant votre absence. Il y a des filles mariées et des garçons partis pour l'armée. Vous me conterez tout cela. Je m'attends bien du nouveau, mais en vérité, je n'en veux pas encore. Comme cela paraît petit, il me paraissait immense avant. Quelle est donc cette jeune fille qui chante à sa croisée derrière César?
C'est Rosette, la sœur de lait de votre cousine Camille. Ah, mais descends vite, Rosette, et viens ici. Oui, monseigneur. Tu me voyais depuis ta fenêtre et tu ne venais pas, méchante fille. Es-tu mariée, petite? On m'a dit que tu l'étais. Oh non! Mais pourquoi? Il n'y a pas dans le village de plus jolie fille que toi. Nous te marierons, mon enfant. Oh non! Ta sœur Camille est arrivée. L'as-tu vue? Elle n'est pas encore passée par là. Va-t'en vite mettre ta robe neuve et viens souper au château ce soir. Seigneur, j'ai un mot à vous dire. Le curé de la paroisse est un ivrogne. Qui donc? Cela ne se peut pas. J'en suis certain. Il a bu à dîner 3 bouteilles de vin. Mais c'est exorbitant. Et en sortant de table, il marchait sur les plates-bandes. Sur les plates-bandes. Je suis confondu. Je commence à croire que Briden avait raison ce matin. Blasius sent le vin d'une manière horrible. De plus, il a mangé beaucoup. Sa parole était embarrassée. Je l'ai remarqué aussi. Seigneur, c'est un homme dépravé. Ouah! Ce Blasius a une odeur intolérable. Apprenez, gouverneur, que j'ai bien autre chose en tête et que je ne mélange ni ce que je bois, ni ce que je mange. Il ne plaise que je ne vous déplaise, monsieur le baron. Votre vin est bon. Il y a de bons vins dans mes caves. Seigneur, Seigneur, votre fils est sur la place, suivi de tous ces polissons du village. Cela est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il ramassait des cailloux pour en faire des ricochets. Des ricochets? Ma tête s'égare. Voilà mes idées qui se bouleversent. Vous me faites un rapport insensé, Briden. Il est inouï qu'un docteur fasse des ricochets. Mettez-vous à la fenêtre, monseigneur. Vous le verrez de vos propres yeux. Oh ciel! Blasius a raison. Briden va de travers. Regardez, monseigneur. Le voilà au bord du lavoir. Il tient sous le bras une jeune paysanne. Une jeune paysanne sous son bras? Mon fils vient ici pour débaucher mes vassales. Une jeune paysanne sous son bras. Et tous les gamins du village autour de lui. Je suis hors de moi. Cela qui est vengeance. Tout est perdu. Perdu sans ressources. Briden va de travers. Blasius sent le vin d'une manière horrible. Et mon fils vient ici pour débaucher mes vassales en faisant des ricochets. Seigneur, votre père est au désespoir. Pourquoi cela? Vous n'ignorez pas qu'il avait formé le projet de vous unir à votre cousine Camille. Eh bien, je n'en demande pas mieux. Cependant, le baron peut remarquer que vos caractères ne s'accordent point. Cela est malheureux. Entendez-vous par là ce mariage impossible? Je vous répète que je ne demande pas mieux que d'épouser Camille. Allez voir le baron et dites-lui cela. J'ai levé, cousine. Là, c'est toujours pour ce que je t'ai dit hier. Tu es jolie comme un cœur. Parlons sérieusement, petit homme. Votre père veut nous marier. Je ne sais ce que vous en pensez, mais je crois bien faire, en vous prévenant que mon parti est déjà pris là-dessus. Tant pis pour moi si je vous déplais. Pas plus qu'un autre. Je ne veux pas me marier. Il n'y a rien dont votre orgueil doit souffrir. Je suis venue ici pour recueillir le bien de la mer. Je retourne demain. Il y a de la franchise dans ta démarche. Je suis bien aise que mon refus vous soit indifférent. Il ne m'est pas indifférent, Camille. Ton amour m'eût donné la vie, mais ton amitié m'en consolera. Ne quitte pas le château. Je suis obligée de partir. Eh bien, adieu. Alpuche, es-tu prêt? Donc je te ratifie mes époux. Partirons-nous demain? Oui, ma chère colombe sans tâche.
Le baron m'a traité de pécor hier soir et je suis enchanté de partir. Tenez, voilà un mot d'écrit que porte de ma part avant le dîner à mon cousin Perdican. Comment serait-ce possible? Vous écrivez un billet à un homme? Ne dois-je pas être sa femme? Je puis bien écrire à mon fiancé. Mais s'il n'y a pas de gueule de me sentir à l'instant, que pouvez-vous bien lui écrire? Miséricorde de votre fiancé, serait-il vrai que vous oubliez le Seigneur Jésus? Faites ce que je vous dis et disposez tout pour notre départ. Puisque ta mère n'y est pas, viens faire un tour de promenade. Croyez-vous que cela me fasse du bien, tous ces baisers que vous me donnez? Quel mal y trouves-tu? Je t'embrasse devant ta mère, je suis ton frère comme celui de Camille, et tu peux ma soeur comme le sien. Des mots sont des mots et des baisers sont des baisers. Je n'ai qu'un d'esprit et je m'en aperçois bien sitôt que je veux dire quelque chose. Les belles dames savent leur affaire, elles, selon qu'on leur baise la main droite ou la gauche. Leur père les embrasse sur le front, leur frère sur la joue, leur amoureux sur les lèvres et moi tout le monde m'embrasse sur les deux joues. Cela me chagrine. Que tu es jolie, mon enfant. Vous respectez mon sourire, mais vous ne respectez guère mes lèvres, ce qu'il me semble. Pardonne-moi. Seigneur, il y a une chose singulière à vous dire. Tout à l'heure, c'est par hasard de l'office. Je buvais donc une eau minérale, coupée avec un peu de vin pour tuer toutes les mauvaises bactéries, et ayant préparé ma lotion, un mélange de Contignac et d'un grand vin de Nardier, je sirotais ce beau mélange en regardant par la fenêtre, en relevant deux fleurs qui me paraissaient d'un goût moderne, bien qu'elles soient inutiles de l'étrusque. Quelle manière insupportable de parler vous avez adopté, Blasius. Vos discours sont inexplicables. Écoutez-moi, Seigneur. Prêtez-moi vraiment d'attention. Je regardais donc par la fenêtre que je vis Dame Pluche passer hors d'haleine. Dame Pluche, hors d'haleine? Et à côté d'elle, rouge de colère, votre nièce Camille. Qui était rouge de colère, ma nièce ou Dame Pluche? Votre nièce, Seigneur. Camille rouge de colère? Cela est inouï. Et la gouvernante répondait. Je ne l'ai pas trouvée. Et, tout en parlant, elle froissait dans ses mains un petit papier plié en quatre. Que pouvait avoir à faire Dame Pluche pour froisser un petit papier plié en quatre? Ne comprenez-vous pas clairement, Seigneur? Non, non, je ne comprends pas. Cela veut dire que votre nièce a une correspondance secrète. Avec qui? Voilà précisément le hic, monseigneur. À qui était adressée cette lettre? À un homme qui fait la cour à une gardeuse de dindon. Cependant, il est impossible que votre nièce, avec l'éducation qu'elle ait reçue, soit éprise d'un homme pareil. Camille m'a dit ce matin même qu'elle refusait d'épouser son cousin Perdican. Passons dans mon cabinet. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars, je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Quoi? Est-ce possible? C'est toi, Camille? Oui, Perdican, c'est moi. Je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est tout simple, j'ai renoncé au monde. Cependant, avant de quitter, je veux bien être devant votre avis. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse? Ne m'interrogez pas là-dessus. Je ne me ferai jamais moine. Depuis près de 10 ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre, vous avez commencé l'expérience de votre vie. Je sais quel homme vous êtes, et vous devez avoir appris beaucoup en peu de temps, avec un cœur et un esprit très élevé. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses? Oui, j'en ai eu. Les avez-vous aimées? De tout mon cœur. Où sont-elles maintenant? Le savez-vous? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont allés là où bon leur assemblée. Je suis ni leur mari, ni leur frère. Il doit nécessairement y en avoir une que vous avez préférée aux autres. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée au mieux? Tu es une drôle de fille, Camille. Veux-tu te faire mon confesseur? C'est une grâce que je vous demande de me répondre sincèrement. Vous n'êtes pas un libertin. Et je crois que votre cœur a de la probité. Vous avez dû inspirer l'amour, car vous le méritez. Et vous ne soyez pas du verre de la vie. Répondez-moi.
Ma foi, je ne m'en souviens pas. Connaissez-vous un homme qui n'ait aimé qu'une seule femme? Il y en a un, certainement. Est-ce un de vos amis? Dites-moi son nom. Je n'ai pas de nom à vous dire, mais je pense qu'il y a un homme capable de n'aimer qu'une fois. Combien de fois un honnête homme peut-il aimer? Où veux-tu en venir? Répondez donc à ma première question. Ai-je raison de rester au courant? Non! Je peux donc ne vous épouser? Oui! Si le curé de votre paroisse soufflait sur un verre de vin, et vous disait que c'est un verre d'eau, le boiriez-vous comme tel? Bah non. Que me conseilleriez-vous de faire, le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus? Tu prendras un amant. Que ferai-je ensuite, le jour où cet amant ne m'aimera plus? Tu en prendras un autre. Combien de temps cela durera-t-il? Jusqu'à ce que tes cheveux soient blancs, alors les miens seront gris. Savez-vous ce que c'est que les cloîtres, Père Dican? Il y a 200 femmes dans notre couvent. Plus d'une parmi elles sont sorties du monastère comme j'en sors aujourd'hui, vierges et pleines d'espérance. Elles sont revenues, peu de temps après, vieilles et désolées. Tous les jours, il en meurt dans nos dortoirs. Et tous les jours, il en vient de nouvelles prendre la place des mortes sur les matelas d'écran. Que pensez-vous de ces femmes, Père Dican? Ont-elles tort ou ont-elles raison? J'en sais rien. Je vous avais promis. Tu as raison de te faire religieuse. Vous me disiez non tout à l'heure. Ai-je dit non? Cela est possible. Ainsi, vous me le conseillez? Ainsi, tu ne crois à rien. Lève la tête, Père Dican. Quel est l'homme qui ne croit à rien? En voilà un. Moi, je ne crois à rien. Je ne crois pas à la vie mortelle. Ma soeur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience, mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer dans l'amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Mais cet amour-là n'exclut pas les autres. Pour moi, du moins, les exclura. Voilà 10 ans que je vous ai vu et je pars demain. Dans 10 autres années, si nous revenons, nous en reparlerons. J'ai voulu ne pas rester de votre souvenir comme une froide statue, car l'insensibilité mène au point où j'en suis. Écoutez-moi, retournez à la vie, et tant que vous serez heureux, tant que vous aimez comme vous pouvez aimer sur la terre, oubliez votre sœur Camille. Tu es une orgueilleuse, prends garde à toi. Pourquoi? Tu as 18 ans et tu crois pas à l'amour? Y croyez-vous, vous qui parlez? Vous voilà courbé près de moi, avec des genoux qui se sont posés sur les tapis de vos maîtresses, et vous n'en savez plus le nom. Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes de désespoir. Mais vous saviez que le vaisseau serait toujours là pour laver vos paupières gonflées. Vous faites votre métier de jeune homme. Vous souriez quand on vous parle de femmes désolées. Mais vous ne pensez pas qu'on puisse mourir d'amour. Vous qui vivez et qui avez aimé. Et tu es belle lorsque tu es sur scène. Oui, je suis belle, je le sais. Les complimentants ne m'apprendront rien. La froide main qui coupera mes cheveux pâlira peut-être de sa mutilation. Lorsque le prêtre qui me bénira me passera au doigt l'anneau d'or de mon époux céleste, la mèche de cheveux que je lui donnerai pourra lui servir de manteau. Tu es en colère en vérité? J'ai eu tort de parler. Vous m'avez entière sur Père Dican, ne raillez pas. Tout cela est triste à mourir. Il y a 200 femmes dans ton monastère, et la plupart au fond de leur cœur, des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher et ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Oh mon enfant, si tu iras de cette femme qui te dit de ne pas rêver, vous faites peur. La colère vous prend aussi. C'est juste que des nonnes, malheureuses filles, elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pire en cours. Le mensonge de l'amour divin. Eh bien Camille, ces femmes ont bien parlé. Ils pourront m'en coûter le bonheur, mais dis-leur ceci de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu Camille. Et lorsque tu feras de ces récits hideux, réponds-leur ceci. Tous les hommes sont faux, menteurs, bavards. Toutes les femmes sont vaniteuses, artificieuses, sensuelles et dépravées. Le monde est un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur les montagnes de fange. Il y a une chose, sainte et sublime. L'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent blessé en amour, souvent trompé, mais on aime. Et lorsqu'on est sur le bord de la tombe, on se retourne. On se dit, j'ai été trompé quelquefois. Je me suis blessé des fois. Mais j'ai aimé.
Oh, disgrâce imprévue. Me voilà chassé du château. Par conséquent, de la salle à manger. Je ne boirai plus le vin de l'office. Je ne verrai plus fumer les plats. Je ne chaufferai plus au feu de la noble cheminée mon ventre tortilleuse. Pourquoi une fatale curiosité m'a-t-elle poussé à écouter le dialogue d'Anne Pluche et de la nièce? Pourquoi ai-je rapporté au baron ce que j'avais vu? Pourquoi un vain orgueil m'a-t-il éloigné de ce dîner honorable où j'étais si bien accueilli? Que m'importait d'être à droite ou à gauche? Hélas, j'ai été gris, il faut en convenir, lorsque j'ai commis cette folie. Hélas, le vin m'avait monté à la tête quand j'ai commis cette imprudence. Il me semble que voilà le curé. C'est le gouverneur en personne. Ah, monsieur le curé, que faites-vous là? Moi, je veux dîner. N'y venez-vous pas? Hélas. Ah, aujourd'hui, maître Briden a intercédé pour moi. Le baron m'a chassé. J'ai accusé faussement mademoiselle Camille d'avoir une correspondance secrète. Je suis perdu, monsieur le curé. Que m'apprenez-vous là? Hélas, c'est la vérité. Je suis en disgrâce complète pour avoir volé une bouteille. Et je vous serai reconnaissant d'écouter mon histoire et de bien vouloir m'excuser. Brave Seigneur, cher curé. Cela m'est impossible. Il est midi sonné et je m'en vais dîner. Si le baron se plaint de vous, c'est votre affaire. Je n'intercède point pour un ivrogne. Misérable Pluche, c'est toi qui es la cause de ma ruine. C'est à toi que je dois cette disgrâce. Sainte Université de Paris. On me traite d'ivrogne! Je suis perdu. Si je ne saisis une lettre, ici. Pluche, donnez-moi ce couvert. Enfin, qu'est-ce que c'est cela? Ouais, mais ça va chercher la lettre au village. Donnez-la-moi. Vous êtes morte. Moi morte. Morte. Marie, Jésus, je t'ai parti. Non, Pluche, donnez-moi ce papier. Que se passe-t-il, Blasius? Pourquoi violenter cette pauvre femme? C'est une entremetteuse, Seigneur. C'était très habillé et tout. Je n'entends rien à tout cela. Je ne comprends pas votre dispute. Et en qualité de fiancé de Camille, je m'arroge le droit de la lire. À la sœur Louise, au couvent de... Je pars aujourd'hui, ma chère, et tout est arrivé comme je l'avais prévu. C'est une terrible chose, mais ce pauvre jeune homme a le poignard dans le cœur. Il ne se consolera pas de m'avoir perdu. Cependant, j'ai fait tout au monde pour le dégoûter de moi. Dieu me pardonnera de l'avoir réduit au désespoir par mon refus. Hélas, ma chère, que pouvais-je y faire? Priez pour moi. Nous nous reverrons demain, et pour toujours. Tout à vous, du meilleur de mon âme, Camille. Est-il possible? Camille écrit cela? C'est de moi qu'elle parle ainsi? Ce pauvre jeune homme a le poignard dans le cœur. Moi, au désespoir de son refus. Eh bon Dieu, si cela était vrai, on le verrait bien. Je fais tout au monde pour le dégoûter de moi. Quel intérêt peut-elle avoir à inventer un roman pareil? Non, non, Camille, je ne t'aime pas. Je n'ai pas le poignard dans le cœur, je ne suis pas au désespoir de ton refus. Je te prouverai que j'en aime une autre, avant que de partir d'ici. Oh là, brave homme! Apporte le billet que voici à mademoiselle Camille au château. Oui, monseigneur. Voici une lettre pour vous. Donne-la moi. Perdican me demande de lui dire adieu avant de partir. Près de la fontaine où je lui ai fait venir hier. Mais que peut-il avoir à me dire? Dois-je accorder ce second rendez-vous? Tiens, voilà la fontaine avec Rosette et Perdican. Je suppose qu'il va la quitter. Mais que veut dire cela? Me demande-t-il un rendez-vous pour y venir causer avec une autre?
Je suis bien curieuse de savoir ce qu'il lui dit. Je t'aime, Rosette. Toi seul au monde, tu n'as pas oublié nos beaux jours passés. Toi seul, tu te souviens de la vie qui n'est plus. Prends ta part de ma vie nouvelle. Tu veux bien de moi, n'est-ce pas? Tiens, voici le gage de notre amour. Vous me donnez votre bracelet? Regarde à présent cette bague et cette fontaine. Nous vois-tu, appuyés l'un sur l'autre, tes beaux yeux près des miens, ta main dans la mienne? Eh bien, regarde tout cela s'effacer. Il a jeté ma bague dans l'eau? Sais-tu ce que c'est que l'amour, Rosette? Écoute, le vent se tait. La pluie du matin roule en perles sur les feuilles asséchées que le soleil ranime. Par la lumière que voilà, par le soleil que voici, je t'aime. On n'a pas flétri ta jeunesse. On n'a pas infiltré ton sang vermeil avec les restes d'un sang infadi. Tu veux bien de moi, n'est-ce pas? Oh Rosette, Rosette, sais-tu ce que c'est que l'amour? Hélas, monsieur le docteur, je vous aimerais comme je le pourrais. Comme tu pourras, et tu m'aimeras mieux. Tout docteur que je suis, et toute paysanne que tu es, que ces pâles statues fabriquées par les nonnes, qui ont la tête à la place du cœur, et qui sortent de leur cloître pour répandre l'atmosphère humide de leurs cellules, tu ne sais rien. Comme vous me parlez, monseigneur. Tu ne sais pas lire, mais tu sais ce que veulent dire ces forêts, ces prairies, ces tièdes rivières, toute cette nature splendide de jeunesse. Tu seras ma femme, et nous prendrons racine dans la scène du monde tout-puissant. Il se passe, assurément, quelque chose d'étrange au château d'eau. Camille a refusé d'épouser Perdican. Elle doit retourner aujourd'hui au couvent dont elle est venue. Mais je crois que Perdican s'est consolé avec Rosette. Hélas. La pauvre fille ne sait pas quel danger elle court. En écoutant les discours d'un brave et galant seigneur. Vite, vite, constate mon âne. Passerez-vous comme un songe léger au vénérable Pluche? Allez-vous si promptement enfourcher cette pauvre bête qui est si triste de vous porter? Rassurez-moi, cher canaille, je ne mourrai pas ici. Mourez au loin, Pluche et mamie. Mourez inconnu dans un caveau malsain. Nous ferons des vœux pour votre vénérable résurrection. Voici ma maîtresse qui s'avance. Chère Camille, tout est prêt pour notre départ. Le baron a rendu ses comptes et mon âne a été batté. Je ne partirai pas aujourd'hui. Vous allez au diable, vous et votre âne. Pluche, pâle de terreur. Ses faux cheveux tentent de se lisser. Sa poitrine siffle avec force. Et ses doigts s'allongent en se crispant. Seigneur, Camille a juré. Seigneur, il faut que je vous parle en particulier. Votre fils fait la cour à une fille du village. Cela est impossible. Je l'ai vu distinctement passer dans la bruyère en lui donnant le bras. Il se penchait à son oreille et lui promettait de l'épouser. Mais cela est monstrueux. Soyez-en convaincu, monseigneur. Il lui a fait un présent considérable que la petite est allée montrer à sa mère. Considérable. Briden, en quoi considérable? Eh bien, pour la chaîne d'or qu'il portait à son bonnet. Je ne sais à quoi m'en tenir. Passons dans mon cabinet. Il a lu ma lettre, dites-vous? Oui, ma chère enfant. Il a dit qu'il se chargerait de la poster au village. Allez au salon de la Pluche.
donc une vengeance? Comme son amour pour Rosette? Il a voulu me prouver qu'il en aimait une autre que moi, et je vais l'indifférence selon son dépit? Est-ce qu'il m'aimerait par hasard? Es-tu là, Rosette? Oui, puis-je entrer? Oui, bien sûr. Écoute-moi, mon enfant. Le seigneur Perdiccant ne te fait-il pas la cour? Hélas, oui. Que penses-tu de ce qu'il t'a dit ce matin? Ce matin? Où donc? Vous n'avez pas d'hypocrite ce matin à la fontaine, dans le petit bois. Vous nous avez donc vus? Pauvre innocente. Il t'a fait de beaux discours, n'est-ce pas? Parions qu'il t'a promis de te marier. Oui. Crois-tu à ces promesses, Rosette? Pourquoi n'y croirais-je pas? Il me tromperait donc? Pourquoi faire? Il ne t'épousera pas, mon enfant. Je n'en sais rien. Tu l'aimes, pauvre fille. Il ne t'épousera pas et la preuve, je vais te la donner. Rentre derrière ce rideau. Tu n'auras qu'à prêter l'oreille et à venir quand je t'appellerai. Eh bien, cher cousin, je suis fâchée de n'avoir pu me rendre au rendez-vous que vous m'aviez donné. Vous aviez quelque chose à me dire? Voilà un bien gros mensonge pour un petit agneau sans tache. Je l'ai vu nous espionner dans le bois, derrière un arbre. Je n'avais rien à vous dire qu'un adieu, Camille. Cependant, vous n'êtes pas en robe de voyage, et votre cheval est à l'écurie. Vous savez, j'aime la discussion, mais je ne suis pas sûre de n'avoir pas encore eu envie de quereller avec vous. À quoi sert de se quereller quand le raccommodement est impossible? Je voudrais qu'on me file la cour, j'ai envie de m'amuser. Vous avez parlé d'aller au village, non? Allons-y. C'est étrange, vous n'avez plus la bague au doigt que je vous avais donnée. Je l'ai perdu. Perdiccant, je l'ai retrouvée. Camille, tu es allé récupérer cette bague au risque de te noyer? Ah, Camille. Pourquoi me le rends-tu? Ce triste gage d'un amour qui n'est plus. Réponds, coquette et imprudente fille. Pourquoi d'un jour à l'autre restes-tu, pars-tu, changes-tu d'apparence et de couleur? Connaissez-vous le cœur des femmes, Perdiccant? Êtes-vous sûr de leur inconstance et savez-vous si elles changent réellement de pensée en changeant quelquefois de langage? C'est vrai, il nous faut souvent jouer un rôle, souvent mentir. Vous voyez que je suis franche. Mais êtes-vous sûr que tout mente dans une femme lorsque ça l'engouement? Avez-vous réfléchi à la nature de cet être faible et violent, aux principes qu'on lui impose? Je n'entends rien à tout cela. Et je ne mens jamais. Mais ce que je sais, Camille, c'est que je t'aime. Vous dites que vous m'aimez et que vous ne mentez jamais? Jamais. Eh bien, en voilà une qui pourtant, je l'épouserai. Si vous ne mentez jamais, quand viendra-t-il qu'elle s'est évanouie en vous entendant me dire que vous m'aimez? Je vous laisse avec elle, tâchez de la faire revenir. Un instant, Camille, écoute-moi. Que voulez-vous me dire? Je ne vous aime pas, moi. Je n'ai pas été chercher cette malheureuse au fond de sa chaumière pour en faire un appât, un jouet. Je ne lui ai pas dit que je l'épouserais. Écoute-moi, écoute-moi. Je vous ai dit que je n'avais pu me rendre au lac tout à l'heure, n'est-ce pas? Eh bien, j'y étais. Et j'ai tout entendu. Et que Dieu m'en soit témoin, je n'aurais pas voulu y avoir parlé comme toi. Tu as voulu te venger de moi pour une lettre écrite à mon couvent. Tu m'aimes, d'accord. Mais tu vas l'entendre de moi. Tu vas épouser Rosette, ou tu n'es qu'un lâche. Oui, je l'épouserai. Et tu feras bien. Et bien mieux qu'en t'épousant toi. Qu'y a-t-il, Camille, qui t'échauffe si fort? Cette pauvre fille s'est évanouie. Nous la ferions bien revenir. Il ne suffirait que d'une fiole de vinaigre. Mais tu as voulu prouver que j'avais menti une fois dans ma vie. Cela est possible. Mais je te trouve hardi de décider à quel instant.
Allons, viens aide-moi à secourir Rosette. C'est un mariage disproportionné. Jamais on n'a entendu parler d'épouser la sœur de sa cousine. Cela dépasse toute espèce de borne. Et faites-le appeler et dites-lui nettement que ce mariage vous déplaît. Croyez-moi, c'est une folie. Il ne résistera pas. Mais parlez-lui au nom du ciel. C'est un coup de tête qu'il a fait. Peut-être n'est-il déjà plus temps. S'il en a parlé, il le fera. Je vais m'enfermer pour m'abandonner à ma douleur. Dites-lui, s'il demande, que je vais m'enfermer. M'enfermer à la douleur de le voir une fille, de le voir épouser une fille sans nom. Eh bien, cher cousin, à quand le mariage? Le plus tôt possible. J'ai déjà parlé au curé, au notaire et à tous les paysans. Donc, vous comptez réellement que vous épouserez Rosette? Assurément. Vous n'y comptez pas, c'est une fille de rien. Elle sera donc de quelque chose lorsque ce sera ma femme. Combien de temps va donc durer cette plaisanterie? Quelle plaisanterie? Votre mariage avec Rosette? Eh bien, un peu de temps. Dieu n'a pas fait l'homme une œuvre de durée. 30 ou 40 années, tout au plus. Eh bien, je suis très curieuse de penser à votre mariage. Écoutez-moi, Camille. Voilà un ton de persiflage qui meurt de propos. Il me plaît trop pour que je le quitte. Eh bien, je vous quitte. Vous allez chez votre épousée? J'y vais de ce pas. Eh bien, je viens avec vous. Te voilà, mon enfant. Bien que je te mène à mon père. Monseigneur, je viens vous demander une grâce. Tous les gens du village à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit que vous aimiez votre cousine et que vous m'aviez fait la cour pour vous divertir tous deux. On se moque de moi quand je passe. Je ne pourrai plus trouver de mari dans le pays après avoir servi de risée à tout le monde. Je vous en supplie. Permettez-moi de vous rendre le bracelet que vous m'avez donné et de retourner vivre en paix chez ma mère. Tu es une bonne fille, Rosette. Garde ce bracelet. Je te le donne. Perdican prendra le mien à la place. Quant à un mari, n'en sois pas embarrassé. Je me charge d'en trouver. Oui, cela ne sera pas difficile, en effet. Allons, Rosette. Bien que je te mène à mon père. Pourquoi cela est inutile? Oui, vous avez raison. Il nous recevrait mal. Il faut laisser passer le premier moment de surprise. Bien, nous retournons sur la place. Je trouve plaisant qu'on dise que je ne t'aime pas, alors je vais t'épouser. Nous les ferons bien taire. Que se passe-t-il donc en moi? Il l'emmène d'un air bien tranquille. Cela est singulier. Il me semble que ma tête me tourne. Oh là! D'Appluche! N'y a-t-il personne ici? Mais qu'est-ce que donc que tout cela? Je n'en puis plus. Mes pieds refusent de me soutenir. Vous m'avez demandé, Camille. Oh non! En vérité, vous voilà bien pâle. Et vous m'avez fait rappeler pour me parler. Oh non, Seigneur Dieu!
juré de vous être fidèle. Quand j'ai refusé de devenir l'épouse d'un autre, j'ai cru être sincère devant vous et ma conscience. Vous le savez, mon père. Ne voulez-vous donc plus de moi? Mais pourquoi faites-vous mentir la vérité elle-même? Pourquoi suis-je si faible? Ah, malheureuse, je ne puis même plus prier. Orgueil le plus fatal des conseillers humains. Qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi? La voilà pâle et effrayée, qui presse sur les dalles insensibles son cœur et son visage. Nous étions nés l'un pour l'autre. Elle aurait pu m'aimer. Qu'es-tu venu faire sur nos lèvres, orgueil, quand nos mains allaient se joindre? Qui m'a suivi? Qui parle sous cette voûte? Est-ce toi, Perdican? Oh, insensé, nous nous aimons. Quel songe avons-nous fait, Camille? Quelle misérable folie, quelles vaines paroles sont passées comme un vent funeste entre nous deux. Lequel de nous a voulu tromper l'autre? Il a bien fallu que nous fissions du mal, car nous sommes des hommes. Oh, insensé, nous nous aimons. Oui, nous nous aimons, Perdican. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ce Dieu qui nous regarde ne s'en avancera pas. Il veut bien que je t'aime. Ça fait 15 ans qu'il le sait. Chère créature, tu es à moi. Mais c'est la loi de Rosette! Comment est-ce possible? Je l'avais laissé quand tu m'as fait rappeler. Entre dans cette galerie, c'est là qu'on a crié. Non. En vérité, j'ai l'impression que mes mains sont couvertes de sang. La pauvre enfant nous a sans doute épiés. Viens, portons lui secours. Elle s'est encore évanouie. Oh, hélas, tout est si cruel. Non, en vérité, je n'entrerai pas. Je sens un froid mortel qui me paralyse. Oh Dieu, vous voyez ce qui se passe? Nous sommes deux enfants insensés qui avons joué avec la vie et la mort. Ne tuez pas Rosette, Dieu juste. Ne faites pas de moi un meurtrier. Elle est jeune, elle sera riche, elle sera heureuse. Je lui trouverai un mari, je réparerai ma faute. Dieu juste, vous pouvez bénir encore 4 de vos enfants. Eh bien, Camille, qu'y a-t-il? Elle est morte!
merci à vous. Sachez que si ça vous a plu, vous pouvez revenir demain soir, 20h30, même lieu, même spectacle. Et on aura aussi un petit rattrapage le 6 juin avec une première partie danse, pure danse. Et là, alors elle n'est pas avec nous ce soir parce que justement elle est en train de danser, mais je voulais remercier aussi Véronique Covin qui a réalisé les chorégraphies de danse que vous avez vues. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, je ne vais pas m'attarder non plus très longtemps parce que je vais danser aussi à la Nordville. Voilà. Je vous souhaite une